vous laisse regagner vos places et puis on va clôturer cette matinée. On va clôturer cette matinée avec Denis Carotti, qui est chargé de mission au rectorat d'Académie d'Aix-Marseille, qui est docteur en philosophie. Vous allez intervenir donc, Denis, notamment sur le lien entre éducation et construction de l'esprit critique. Donc vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai plein de choses. Ben, alors vous, si vous voulez vous mettre au pupitre, c'est peut-être mieux pour... Ah si, vous vous mettez où vous voulez. Puisque vous allez avoir une intervention un petit peu construite. Et donc on est ainsi bien au cœur de notre problématique, de l'objectif du déploiement de la lecture dans les quartiers et les cités. On va évidemment faire de la philosophie pratique donc durant une vingtaine de minutes avec vous, en vous écoutant. Et puis vous pourrez échanger avec Monsieur Carotti avant la clôture cette matinée d'ici une bonne demi-heure. Ah oui, merci beaucoup, Philippe. Monsieur Carbouche et toutes les personnes ici présentes, je suis d'abord vraiment très honoré d'être là ce matin parce que j'entends tout ce qui se fait depuis des années, la découverte aussi de choses. Alors sur le terrain, moi j'en connais beaucoup parce que j'ai exercé, donc je suis professeur à la base, professeur de physique-chimie pour tout vous dire, et j'ai enseigné pendant des années du côté de l'Ariane à Nice et puis dans le quartier de la Rose au collège Mallarmé aussi pendant des années, donc sur Marseille, donc j'ai beaucoup fréquenté beaucoup de personnes qui travaillent sur ces questions-là. Mais voilà, tout ce que j'ai vu ce matin, donc je suis vraiment ravi et ça fait chaud au cœur de se dire que même si le projet n'est pas complètement... voilà, dans 10 ans, on ne sait pas encore ce qui sera, mais qui continue comme ça et que ça puisse se faire. Donc merci de m'avoir invité à parler de ces sujets-là. Il faut que vous compreniez une chose, en tout cas pour moi, c'est, j'espère autant que pour vous, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire que je ne fais pas ça, je me suis engagé très tôt, dès que j'ai commencé à être enseignant. L'éducation, la formation à l'esprit critique, c'était quelque chose qui allait de pair avec mon métier d'enseignant. Mais je n'avais pas forcément toutes les réponses et toutes les manières de faire. Donc évidemment, ça a été un long cheminement qui m'a amené notamment à faire de la recherche et travailler en philosophie sur cette question. Mais la philosophie, c'est très large et donc on s'empare de plein de champs disciplinaires, des sciences de l'éducation, de la psychologie, des sciences sociales. Bref, tout ceci se mélange, évidemment, d'autres disciplines pour arriver à travailler avec les élèves et puis les enseignants, parce que c'est un petit peu mon métier actuellement au rectorat. Je fais ça, je forme énormément les enseignants, mais aussi je vais sur le terrain, je m'occupe de donner des interventions, des ateliers avec les élèves sur cette thématique-là, qui est donc le développement de l'esprit critique. Et il y a une question je vous raconte juste 2 anecdotes pour vous montrer tout de suite les points auxquels on a été confrontés. Quand je dis on, parce que c'est une entreprise collective, hein. Donc vraiment, ce n'est pas un travail que je fais seul, tout ça, toute cette histoire d'esprit critique. 2 anecdotes qui m'ont fait réfléchir. Un inspecteur un jour vient me voir et me dit « Formidable tout ce que vous faites autour de l'esprit critique, mais vous n'avez pas peur de trop développer l'esprit critique des élèves ?» Alors franchement, je n'ai pas compris. Je dis « Mais comment ? Il y a des limites en fait à l'esprit critique ?» Et cette question un peu qui me semblait complètement bête presque hein, de cet inspecteur-là, en réalité, elle n'est pas si bête que ça. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et puis la deuxième, c'est il y a quelques années, je me retrouve dans un grand congrès national, ce qu'on appelle dans l'éducation nationale un plan national de formation, où des gens de diverses académies arrivent, et puis on clôture 2 journées d'intenses réflexions autour de l'esprit critique avec un inspecteur général, donc vous voyez l'inspecteur de l'inspecteur, hein, le chef du chef, à qui je pose cette question volontairement provocatrice. Je lui dis, mais vous nous dites qu'il faut développer l'esprit critique, j'en suis bien conscient, je fais ça depuis des années, mais donc il faut développer l'esprit critique des élèves. Je lui dis, mais jusqu'où développer l'esprit critique de nos professeurs, hein, parce que c'était ça quand même l'objet de la formation. Et il me dit, je vous assure que c'est vrai, il me regarde dans les yeux, il me dit, monsieur, vous êtes fonctionnaire et vous devez fonctionner. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que des gens qui se posent des questions sur ce que c'est que l'esprit critique se posent forcément aussi la question de ce que c'est qu'une bonne éducation à l'esprit critique. Mais vous voyez, quand je parle de bonne éducation à l'esprit critique, il y a tout de suite quelque chose de normatif. Il y aurait une bonne, une mauvaise éducation à l'esprit critique, il y aurait un bon et un mauvais esprit critique, le complotiste serait un mauvais, en quelque sorte, il appliquerait mal l'esprit critique, ça serait un mauvais penseur critique, et puis il y aurait le bon penseur critique, il y aurait celui qui lutte contre les fausses informations et celui qui les gobe, il y aurait celui qui est capable de discerner le vrai du faux, puis celui qui est capable de ne pas le faire, ou en tout cas qui relativise tout. Comment on s'y retrouve ? Et puis qu'est-ce qu'on transmet aux élèves ? Et puis surtout, j'ai envie de dire
quel est le lien avec cette belle thématique que la lecture dont on parle depuis ce matin. Honnêtement, tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, j'ai pris quelques notes, je me disais waouh, ah bah oui, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire, et c'est exactement ce que j'allais dire. Alors je vais essayer de vous livrer un peu tout ce patchwork-là réuni dans une sorte de guide autour de l'esprit critique, de toutes mes réflexions et de tous mes questionnements. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'esprit critique? Deuxièmement, est-ce que c'est la même chose que de parler d'esprit critique et d'éducation à l'esprit critique? Et puis, quels écueils on rencontre quand on parle d'éducation à l'esprit critique? Et puis, quelques pistes. Oui, alors tout ça en 15 minutes, c'est parti. Mais je voulais quand même introduire tout ce sujet-là avec vous. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'esprit critique? Quand je pose la question à des élèves, et peut-être l'avez-vous déjà fait, même aux enseignants, quelles sont les réponses qu'on me donne, à votre avis? C'est quoi la réponse la plus courante qu'on me donne quand je dis « Qu'est-ce que c'est que l'esprit critique ?» Philippe, est-ce que tu as une idée? Est-ce que vous avez une idée? Et puis, quel mot vous mettriez-vous, en fait, derrière tout ça? Bah, les élèves, la plupart du temps, ils me disent quelque chose d'assez évident. Ils me disent « c'est donner son opinion ». Et c'est pas idiot, hein, d'une certaine manière, parce que formuler un jugement, c'est faire preuve d'esprit critique. Oui, mais si je dis que j'aime manger des spaghettis à la bolognaise, est-ce que c'est faire preuve d'esprit critique? Apparemment, non. Donc il faudrait ajouter à tout ça quelques critères. Il faudrait peut-être parler d'un jugement éclairé. Il faudrait peut-être dire vers quoi est dirigé ce jugement-là et quels sont les critères qui permettent d'arriver à ce jugement éclairé. Donc oui, il faut réfléchir, il faut analyser, mais il faut aussi douter. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que faire preuve d'esprit critique, ça passe par le doute? Ok. Mais faut-il faire douter les élèves? Et vous voyez que tout de suite, la question devient complexe pour l'enseignant ou l'enseignante qui se retrouve face à des élèves à qui il va avoir cette, et c'est le premier point que je voudrais aborder avec vous, ce double enjeu qui est de faire réfléchir les élèves et donc les faire douter, mais pas trop non plus. Parce que quand j'étais enseignant de physique et que je disais aux élèves, bon, la loi de la gravitation s'écrit comme ceci, j'étais incapable de leur en faire la démonstration. C'était pas possible. Il fallait donc qu'ils ne doutent pas trop non plus de la formule que j'écrivais au tableau. Alors vous allez me dire, oui, mais la formule, on peut la tester, on peut l'éprouver. Effectivement, et c'est une des manières qu'ont les sciences, ce rapport avec le réel qu'ont les sciences, de ne pas simplement être dans les injonctions métaphysiques, mais aussi de s'ancrer dans le réel et de dire, bon, on dit des choses, mais ça se traduit aussi par le concret, on peut tester. Ça, c'est vrai. Donc, ok, il faut amener à faire douter les élèves, mais il faut aussi leur donner les limites un peu de ce doute. J'aime bien cette phrase de Poincaré qui disait « Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui, l'une comme l'autre, nous dispensent de réfléchir. » Douter de tout ou tout croire, deux solutions qui nous dispensent de réfléchir. Et oui, est-ce qu'on peut douter de tout? Je pense que personne ne le fait. Une sorte de solipsisme total qui amènerait à nier même la réalité, vous voyez, non, face à ce scepticisme un peu radical, ça c'est pas possible. Personne ne doute de tout, même le pire des complotistes, il s'appuie d'ailleurs sur des choses que disent d'autres personnes, donc il les croit, donc il leur fait confiance. Et puis vous aussi, vous rentrez dans un ascenseur, vous allez manger au restaurant, vous mettez votre lettre dans une boîte aux lettres, vous ne faites pas que douter en fait de ce qui va se passer, hein, vous avez un peu confiance. Et vous voyez tout de suite un terme qui arrive et qui est peut-être paradoxal, mais qui est quand même lié à l'esprit critique, c'est comment on arrive à la fois donc à semer les germes d'un doute qui nous aide à nous émanciper, à nous libérer, j'ai entendu plusieurs fois prononcer ce terme, apprendre à penser par soi-même, c'est vrai. Mais à quel moment est-on capable aussi de se rendre compte que faire preuve d'esprit critique, c'est apprendre à faire confiance? C'est apprendre donc à calibrer ce doute ou cette confiance, de manière à ne pas tomber dans un relativisme qui viendrait à nier toute hiérarchisation, vous voyez un petit peu dans les connaissances et dans la fiabilité qu'on peut accorder à ce que peuvent dire un journaliste ou quelqu'un de random qu'on a pris sur Internet et qui dit à peu près ce qui lui passe par la tête. Donc comment on évite de tomber dans le relativisme, mais aussi dans le dogmatisme qui vivrait de cette certitude qu'on a toujours raison. Donc c'est vrai qu'il faut... Et c'est un mot qui ne revient quasiment jamais quand je parle de la définition de l'esprit critique. Est-ce que vous aviez pensé à savoir faire confiance? Bon. Eh bien oui, pourtant il faut savoir le faire. On parlait de santé tout à l'heure. Vous vous faites planter une aiguille dans le bras avec un truc dont vous ne connaissez pas la composition, vous ne l'avez jamais peut-être cherché, vous ne savez pas ce que ça veut dire, et on vous injecte ce qu'on appelle un vaccin dans le corps. Il faut à un moment donné être capable de faire confiance. Oui, mais confiance à bon escient. Confiance parce qu'on a des raisons en fait de faire confiance. Il faut donc des critères pour essayer de trier. Il faut avoir justement une bonne calibration de cette confiance. Il n'est pas question, comme le disait Poincaré, d'abdiquer de ça, de cette lucidité, de dire finalement je ne suis pas crédule de tout ce qu'on me raconte. Mais en même temps,
bah, je ne peux pas passer mon temps à douter de tout. Vous allez chez un médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a une plaque écrite sur sa porte. Et vous faites confiance au fait que cette plaque, elle n'a pas été juste mise là par hasard, qu'il a vraiment fait ses études et que ce qu'il vous raconte, bah, a priori, c'est fondé sur des travaux qui ont été étayés par d'autres personnes que lui, évidemment. Et bien voilà, tout ça, c'est une chaîne de confiance qu'on apprend aussi aux élèves. Et vous comprenez bien que ça veut dire que le travail qu'on fait au quotidien avec les élèves autour de l'esprit critique, c'est donc pas seulement d'apporter des connaissances, mais c'est aussi d'être capable de donner les raisons de penser ce qu'on pense. Quelles sont les méthodes qui nous amènent à savoir un certain nombre de choses? Et donc j'en viens maintenant à très bien le doute. Donc vous voyez, il faut arriver à le nuancer. Et qu'est-ce qui est nécessaire finalement pour développer son esprit critique? Et puis c'est quoi une définition en fait? C'est vrai ça? Est-ce qu'on a une définition? Bon alors je vous dis, on n'en a pas de définitif parce que ça change. Tous les auteurs qui ont écrit sur la question, ils sont plus ou moins pas d'accord. Donc il faut essayer de prendre un peu tout ce qu'on retrouve. Je vais essayer de vous en donner quelques-unes. La première, dans les années 50, un personnage qui s'appelle Ennis, Robert Ennis, et qui disait l'esprit critique, c'est une pensée réflexive et raisonnable dirigée vers ce qu'on doit croire ou faire. Oui, c'est synthétique, c'est rapide. Ça ne nous dit pas comment on doit faire, mais ça nous dit un petit peu ce que c'est. Quels sont les critères qui vont nous permettre d'y arriver, à avoir une pensée réflexive et raisonnable sur ce qu'il faut croire ou faire? Eh bien, il faut des connaissances. Et la première chose que j'ai notée dans tout ce qui a été dit ce matin, c'était ça. Le livre, de manière générale, est un vecteur de connaissances. Est-ce qu'il peut y avoir de l'esprit critique à vide? C'est pas possible, en fait. Exercer son esprit critique, ça fonctionne aussi sur la base de connaissances. Mais, là aussi, faisons preuve un peu de nuance. Déjà, c'est impossible de savoir tout sur tout, donc on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. Donc il va falloir déléguer sa confiance dans des gens dont c'est le métier de nous apporter des connaissances. Les enseignants, souvent, c'est ça. Et puis les livres, donc, qui sont pourvoyeurs de ces connaissances-là. J'aime bien ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue en disant que quand c'est écrit dans un livre, bah, ça a déjà une valeur en fait particulière. Et vous voyez qu'il va falloir être capable là aussi de trier. Il y a des livres qui racontent n'importe quoi, d'autres livres qui racontent évidemment des choses plus fiables. Comment on trie? Et donc, une bonne définition de l'esprit critique, me semblerait-il, c'est ça. C'est d'apprendre à trier. Avoir ce filtre, en fait, qui nous permet de ne laisser passer que les choses qui sont pertinentes, fiables, utiles. C'est pas facile de tisser les mailles de ce filtre, hein, vous l'avez compris. Donc il faut des connaissances, ça c'est sûr. Il faut développer aussi un certain nombre de compétences, comme on dit dans le métier d'enseignant, ou des capacités. Il faut savoir analyser, réfléchir, résoudre des problèmes. Il faut travailler sur, c'est vrai, le sens des mots, mais aussi le sens des chiffres, des graphiques. Analyser les informations qu'on reçoit, c'est pas simplement comprendre le sens des mots. Quand on reçoit un graphique de CNews et qu'on se dit « tiens, c'est bizarre, là, il y a un truc qui ne va pas », ben là, on se rend compte qu'on peut exercer son esprit critique sur ce type de production informationnelle. Donc il faut des connaissances, il faut des capacités. Je vous donne un exemple très classique qu'on donne avec les élèves et qui sert à s'interroger aussi soi-même hein, sur les conclusions qu'on peut faire. Ne pas confondre corrélation et causalité. Alors dit comme ça, c'est un peu technique, mais on le fait tous les jours. Si je sors dans la rue et que j'ai envie de faire pleuvoir et que je fais une danse de la pluie et qu'il pleut, ben, la corrélation temporelle n'est pas le signe d'un lien de causalité entre les deux. Et on apprend ça souvent dans les disciplines scientifiques. On sait qu'un lien de corrélation dit juste que ben, deux variables sont corrélées. Je pourrais vous en sortir plein qui sont liés au hasard. Le nombre d'enfants prénommés Kevin dans les Bouches-du-Rhône et le taux d'homicide en France est parfaitement corrélé. Bon, c'est comme ça, c'est certainement lié au hasard. Mais vous avez aussi des corrélations qui sont plus subtiles et dont on va essayer de trouver quel est le lien entre les deux. Si je vous dis par exemple, il existe une corrélation entre le nombre de magasins Ikea et le nombre de prix Nobel dans les pays. Bon, ah ben, il y a une variable de confusion qui serait par exemple la richesse du pays. Vous voyez, ça pourrait être ça qui expliquerait les deux à la fois. Bien, toutes ces capacités-là qu'on va développer sur les élèves comptent évidemment aussi beaucoup. Et je crois que c'est pour moi le plus important. Donc, c'est vrai des connaissances, c'est vrai des compétences ou des capacités, mais le point le plus important sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant, c'est ce qu'on appelle aussi toute cette dimension de l'esprit critique qui est les dispositions ou les savoir-être, ou ce qu'on appelle aussi les attitudes. Est-ce que vous pensez qu'on peut être un bon penseur critique simplement en étant une machine à trier? Un ordinateur qui ferait le tri entre le vrai et le faux, comme un journaliste qui ferait le fact-checking ou le debunking. Est-ce que ça serait ça, un bon penseur critique? Il me semble que la réponse est non.
Et ça remonte à l'Antiquité. Déjà, évidemment que les philosophes grecs avaient ça dans l'idée. C'était que de former des penseurs, au sens le plus noble du terme, c'était de former aussi des personnes qui auraient un certain nombre de qualités. Mais là, vous voyez que la tâche devient compliquée, éducativement. Comment fait-on pour former à ces dispositions? Je vous en donne quelques-unes. La curiosité, par exemple. Le fait d'avoir envie de se poser des questions. Comment travaille-t-on ça avec les élèves? Vous voyez notre collègue de mathématiques tout à l'heure. Comment susciter la curiosité sur le théorème de Pythagore, vous voyez, ou sur les fonctions, ou sur les dérivés. Comment on arrive en fait à susciter ça? Comment on arrive à intéresser les élèves à s'intéresser à quelque chose? Comment on arrive à les motiver à tout ça? Eh bien, il me semble que justement, le livre, les histoires, sont ce terreau par le récit, et vous le savez que souvent un bon prof, c'est souvent celui qui raconte bien les histoires aussi, était celui qui était capable de raconter quelque chose pour que les élèves puissent s'y intéresser. La curiosité. Deuxièmement, l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'un bon penseur critique ne doit pas disposer de cette ouverture d'esprit qui devrait lui permettre justement de s'ouvrir à d'autres idées? C'est l'inverse du dogmatisme. Mais comme le disait aussi Jean Rostand, avoir l'esprit ouvert, ce n'est pas l'avoir béant à toutes les sottises. Donc vous voyez que le filtre revient aussi. On a l'esprit ouvert, mais ça ne veut pas dire que j'écoute tous les discours sans aucun tri, sans aucun filtre. Donc l'ouverture d'esprit aussi. L'humilité. L'humilité intellectuelle ou l'humilité de manière générale, c'est-à-dire celle qui nous permet de nous replacer à notre bonne place dans l'échelle en fait, vous voyez, de l'expertise. Celle qui fait qu'à un moment donné, on est capable de faire ce que prenaient les sceptiques grecs, à savoir la suspension du jugement. Je suis capable de ne tout simplement pas me prononcer. Je dis juste « je ne sais pas ». Mais vous voyez que là aussi, ça peut poser un problème au niveau éducatif. À quel moment un enseignant est-il capable de dire devant les élèves « je ne sais pas », alors que je suis censé être le spécialiste? Vous voyez bien qu'on ne peut pas le faire tout le temps. Hein. Je sais pas, un enseignant d'anglais qui dirait tout le temps « je ne sais pas », traduire les mots qu'on lui propose, ça serait pas vraiment... il ne serait pas forcément reconnu comme un expert, ou un médecin qui vous dirait « j'en sais rien » à chaque fois que vous allez le voir. Donc, il faut savoir nuancer, là aussi, ce propos de suspension du jugement. C'est vrai quand on est expert. Mais, et vous voyez que j'ai prononcé une autre disposition. Moi, j'aime bien parler de vertu, pour tout vous dire. Les vertus qui sont des excellences en fait du caractère d'une certaine manière, des qualités excellentes du penseur critique qui seraient à développer aussi. Hein. Donc je parle de disposition comme de vertu. Donc cette humilité qui nous amènerait à nous replacer au bon endroit, vous voyez, en quelque sorte. J'aime bien parler aussi, quand on parle d'humilité, ça veut dire qu'on est capable de changer d'avis. Et j'ai entendu beaucoup de personnes là, madame, qui disait tout à l'heure, moi j'ai changé d'avis, j'ai évolué. J'ai pu penser grâce au livre, j'ai pu même m'enrichir en fait de plein de pensées différentes. Et puis la sagesse, quoi, d'une certaine manière, qu'on pourrait dégager de toute cette nuance, de toutes ces qualités. Est-ce que la rationalité est une vertu aussi? Est-ce que être capable de valoriser la raison et le raisonnement? Est-ce que être capable de se dire que je mets en œuvre un raisonnement, quels que soient les sujets, c'est une qualité aussi qu'on aimerait développer chez les élèves. Eh bien, tout ça, je pense que oui. Et j'ai quelques livres, justement, avec moi, vous voyez, qui essaient de répondre à ces questions au niveau pédagogique. Mais pour tout vous dire, et j'aimerais conclure là-dessus, c'est pas si simple, en fait, de développer ces dispositions, parce que ça va poser un souci. Comment fait-on, à nouveau, pour développer l'humilité, l'ouverture d'esprit, la nuance, la curiosité, la rigueur? Comment on fait pour développer ça chez les élèves? Alors les pistes que j'aimerais vous donner, et ça va me permettre de faire le lien avec aussi la lecture, je pense, c'est la première, c'est nous, médiateurs, éducateurs, formateurs, animateurs. Quelle image renvoyons-nous? Comment nous comportons-nous en tant que personne? Est-ce que je suis, moi, devant mes élèves ou devant les enseignants, est-ce que je suis capable de faire preuve justement d'humilité, d'ouverture d'esprit, de curiosité, de nuance, de rigueur? Est-ce que je suis capable de suspendre mon jugement à bon escient? Est-ce que je suis capable d'affirmer que tout ne se vaut pas? Est-ce que je suis capable d'être courageux aussi intellectuellement quand il faut l'être? À quel moment, en fait, j'exprime ce caractère-là devant les élèves? Eh bien, il me semble, vous l'avez aussi exprimé plusieurs fois, que cette transmission, ce modèle que vous avez pu donner au cours de ces 30 dernières années, elles sont gages d'une transmission de la pensée critique à travers justement ce qu'on est nous-mêmes.
Quelle image on renvoie? La solidarité, c'est un mot qui a été prononcé plusieurs fois. Ben oui, quand on fait ce que vous faites, on est solidaire et on montre des qualités qui sont, à mon avis, valorisables dans notre société. Le deuxième point, c'est l'altérité, c'est de se confronter à d'autres personnes. C'est vrai, le débat, la discussion, la dispute pour toi, pourquoi pas, comme on pouvait la caractériser avant, cette discussion qui va amener à échanger des points de vue différents. Eh bien, il faut être capable aussi de faire débattre les élèves, d'entendre, donc, d'être capable d'entendre des points de vue divergents, mais aussi d'argumenter, de reconnaître les arguments moisis ou fallacieux. Ça aussi, ça peut être bien utile. D'ailleurs, on peut faire de jolis concours de mauvaise foi. Ça marche très bien pour arriver à détecter ces sophismes ou autres éléments fallacieux. Et puis, pour terminer, l'exemple, pas simplement dans ce que vous êtes, mais dans les histoires qu'on peut rencontrer dans tous les livres qu'on peut lire. Je crois que, et j'aimerais bien étendre ça pas simplement à la lecture, la fiction, le roman, quoi de mieux que pour découvrir des personnages et des caractères. Quoi de mieux pour se poser les questions avec les enfants, avec les élèves qu'on a devant nous, mais de le faire de manière explicite, c'est-à-dire en leur disant pourquoi on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'est en train de faire ce personnage-là quand il répond de cette manière-là? Pourquoi agit-il de cette manière-là? Quelles sont ses qualités ou les défauts qu'il va manifester à travers cette ou cette réaction-là? Et vous voyez bien qu'à travers la fiction, on va pouvoir... Moi, je suis fan de, par exemple, Dr House. Alors, je ne pense pas qu'il existe de livre de Dr House, mais peut-être que ça a été écrit. Je sais qu'il a écrit des romans, d'ailleurs. Il a écrit un roman qui est plutôt pas mal, hein, c'est un roman policier. Et donc, ce personnage de Dr House incarnait, d'une certaine manière, certaines qualités, mais aussi certains défauts. Et donc, à travers les personnages qu'on rencontre, et l'histoire de la littérature, on en est rempli, il me semble qu'on a là un merveilleux outil pour arriver à travailler, c'est vrai, l'imagination, la créativité, l'ouverture d'esprit, la nuance, la sagesse, l'humilité intellectuelle. Et j'aimerais terminer par ça. Pourquoi faire tout ça? Ben, on n'a pas forcément répondu à la question, mais l'autonomie intellectuelle me semble un bel objectif. Vous avez parlé tout à l'heure, et les personnes qui étaient à la première table ronde, de liberté, de pouvoir contre l'adversité, de lutter contre les manipulations. C'est vrai, je pense que c'est aussi important, mais je voudrais terminer par cette petite nuance. Penser de manière autonome, ce n'est pas penser contre les autres, mais c'est penser aussi avec les autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Denis. Merci Denis pour cette intervention brillante. C'est fantastique avec vous parce que on voit à peu près d'où vous partez. Vous partez d'un truc et vous tirez une pelote. On ne sait pas du tout où vous allez nous amener, mais vous nous faites voyager. Et j'écoutais, il n'y avait pas trop de bruit là. Les gens discutaient pas trop. Donc ça veut dire que tout le monde était pris dans le récit. Tout le monde était pris dans le récit et ça a bien percuté. Alors. On va passer aux questions. J'espère qu'il y en a quelques-unes, ou en tout cas des remarques que vous avez à travers des expériences que vous avez. Le micro est là-bas, donc qui est-ce qui veut s'exprimer, réagir peut-être à ce qui vient d'être dit et qui concerne votre pratique finalement? Alors, voilà. Pardon. Moi, je vais peut-être donner une expérience parce qu'on travaille. Donc, je travaille à la bibliothèque d'Aubagne et on travaille avec Denis maintenant depuis 4 ans, je ne sais plus, où effectivement on intervient dans les collèges et les lycées sur l'esprit critique justement. Et à chaque fois avec Denis, donc je dis ça pour les bibliothécaires parce que c'est intéressant. Chaque fois avec Denis, on fait pas à pas, parce que la question après qu'on se pose quand on entre dans le jeu de l'esprit critique, c'est de faire attention aussi à ce qu'on dit et ce qu'on va transmettre et comment on le dit. Et fur et à mesure où on avance, nous, on a remarqué plein de choses différentes. Par exemple, on a démarré juste un peu avant le Covid. Il y a eu le Covid, on s'est arrêté, on a repris après. Et quand on pose la question sur douter de tout, on a remarqué que les jeunes doutent de tout. La période Covid a fait qu'effectivement, les scientifiques n'ont plus grâce à leurs yeux. Et donc, du coup, c'est tout ce travail-là. Et donc, on fait plein... Enfin, grâce à Denis, on fait plein d'ateliers. On essaie qu'ils soient ludiques sur, justement, à qui a fait confiance, comment on met le curseur, c'est quoi développer l'esprit. Voilà. Donc, et c'est super intéressant. Et bien pour nous. Alors, on va dans les collèges, c'est plus simple parce que comme on fait 2 ateliers à chaque fois, on se déplace. Une
une question. Alors allez-y, madame, vous voulez vous exprimer, puis ensuite il y aura une question au fond. C'est très court, c'est juste savoir, vous vous déplacez dans les Oui, médiathèques? Je voulais dire ça parce que je commence par ça. Dans mes missions au rectorat, j'ai la chance de pouvoir faire à peu près ce que je veux. J'ai une mission de liberté totale. Je me déplace. Et là, j'étais fin août avec Marinette et toute l'équipe de la médiathèque d'Aubagne. Je viens, je fais une formation, on discute ensemble. J'interviens dans les collèges et lycées à la demande des enseignants. J'étais avec Céline Gilly, il y a un projet actuellement à Méjeanne. Enfin voilà, je suis sur le déplacement et la disponibilité pour ces lieux-là. En tout cas, dans mes missions, c'est d'abord de former les enseignants, c'est vrai, dans les collèges et les lycées, mais on en parlait tout à l'heure. J'ai d'autres missions au rectorat autour de la vie lycéenne et collégienne qui m'amènent à travailler sur la démocratie scolaire et donc toutes les thématiques en lien avec l'engagement qu'on appelle citoyen, on va dire l'engagement scolaire, donc qui touche de l'égalité filles-garçons, en passant par la lutte contre le harcèlement, le développement durable, la lutte contre les discriminations. Enfin, voilà, en fait, c'est très large. La santé, les sciences, la culture scientifique, c'est hyper large. Donc oui, je me déplace. Bonjour. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Shahrazad et je travaille à l'espace lecture Édouard Vaillant à l'association SLM. Sur l'esprit critique, ce que vous disiez, c'est qu'on pouvait l'apprendre. Pas nécessairement par des livres, il me semble, parce qu'aujourd'hui, les livres sont porteurs et de vérité et de mensonges. On le sait aujourd'hui. Donc, le livre n'est pas que ça. Le livre, pour moi, est la possibilité, et c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est d'avoir un process de cheminement, de pouvoir cogiter, de pouvoir, au fil de l'histoire, arriver pas à se dire, tiens, ce personnage de fiction, et c'était super intéressant, l'idée que vous avez amenée de pouvoir s'entrevoir, de pouvoir se voir. Et par rapport à ce que l'on voit, de se dire, tiens, c'est bizarre, je me comporte comme ça, mais bizarrement, quand l'autre se comporte comme ça, je n'aime pas. Et c'est ça, l'esprit critique pour moi. C'est d'abord donner la possibilité de se regarder. Et de se connaître soi-même. Je m'étais noté la phrase, quelqu'un l'a dit, connais-toi toi-même, Socrate. Ben, bref, on n'a rien inventé. Hein. Donc c'est exactement ça, on se connaît soi-même aussi quand on va lire, on va s'interroger, on va se mettre à la place du personnage et on va se dire qu'est-ce que j'aurais fait si. Donc se questionner, être capable de voir à travers le personnage les choix qu'il a pu faire. J'ai oublié d'aborder un point, c'est vrai qu'on travaille souvent avec Marinette, elle le sait, sur les aspects très... Je ne les ai pas évoqués parce qu'ils sont très connus. Hein. Vérifier la source d'une information, remonter à la source d'une information, être capable d'évaluer la fiabilité, qui l'a dit, pourquoi elle le dit, dans quel contexte, être capable d'évaluer les arguments, je l'ai dit un petit peu, les preuves. Est-ce que toutes les preuves se valent? Oui, non, etc. Tout ça, c'est très important. Mais il y a aussi tout l'aspect, j'allais dire, éthique et valeur, en fait. Qu'est-ce qui compte à un moment donné pour moi dans une situation donnée? Parce que je la donne, la réponse. Pourquoi des gens ont décidé de ne pas se faire vacciner alors qu'en fait, ils prennent l'avion tous les jours? C'est une histoire de valeur aussi et de discernement dans les choix de confiance qu'on a envie de déléguer ou pas. Cette personne-là m'inspire plutôt confiance, Didier Raoult, ou pas du tout. Comment je fais ce choix-là? Quels sont les éléments en fait, qui m'ont donné à donner ma confiance ou pas? Et je crois qu'à travers le livre, on arrive à se questionner, donc je suis bien d'accord avec vous, et à mieux se connaître sur les choix qu'on peut faire. Moi, je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit ma collègue autour des livres, que comme quoi, effectivement, les livres pouvaient dire des vérités, mais aussi des mensonges. Mais en même temps, pour moi, le livre est aussi un médium, en fait, qui est, plus neutre que le vivant, qui aura tendance, en fait, à dire les choses de manière plus neutre et moins directe, comme une forme d'attaque, lorsque l'on s'adresse justement à un adulte, ou encore à un enfant, voire à un adolescent qui justement commence à avoir beaucoup de questionnements autour de son identité, autour de tout ça, autour du fait de se connaître soi-même. Et du coup, ma question serait de vous, vous, Monsieur Carotti, comment vous vous adresseriez oralement à un jeune public en fait sur cette notion en fait? Ça, c'est mon métier au quotidien. Alors, le premier truc, je l'ai noté en gros et je ne l'ai pas dit, pour moi, c'est le plaisir. Vous l'avez évoqué souvent aussi, il me semble qu'il y a un vrai plaisir à transmettre sur la lecture. Tout à l'heure, on a parlé de divertissement à travers les TikTok vidéos qui défilent pendant... Pourquoi c'est plus plaisant en fait de regarder une vidéo pendant 1 minute plutôt que de lire une bonne nouvelle, un bon livre? Pourquoi ça serait plus plaisant?
C'est juste une histoire d'habitude aussi, hein, qu'on va pouvoir pratiquer. Donc, bon. Donc moi, pour moi, c'est important de développer ce plaisir. J'aime bien parler du virus critique. Vous voyez, comment on fait pour faire se répandre cette envie de questionner d'une certaine manière. Mes enfants me disent « Papa, t'es pénible ». Et parce que souvent, en fait, j'essaie avec eux de les pousser. Tiens, d'ailleurs, j'ai failli commencer l'intervention en disant, à la mode un peu philosophique, mais qu'est-ce qu'un livre finalement ? Et oui, bon, enfin, vous rigolez, mais voilà, on l'a posé la question. C'est quoi un livre ? C'est quoi un livre ? C'est quelque chose qui dit la vérité, c'est de la fiction, c'est un nombre de pages données, c'est des dessins, c'est pas de dessin. Qu'est-ce que c'est qu'un livre ? Bon, bref. Donc, pour faire ça avec les élèves, je réponds à votre question, c'est du plaisir. À chaque fois que j'interviens, déjà, je pars de eux, et j'insiste sur un point, et que la recherche aussi a mis en évidence, j'en ai pas trop parlé là de mon travail de recherche, mais au niveau de la recherche, on sait une chose, c'est certain, c'est qu'on ne naît pas sans aucune faculté cognitive pour exercer cet esprit critique. Au contraire, c'est bien connu de très tôt chez le petit enfant qu'il a ce système en quelque sorte immunitaire intellectuel qui lui permet de faire ce filtre. Alors c'est grossier un petit peu au début, et puis ça va s'affiner. Mais honnêtement, est-ce que vous diriez, parce que souvent, regardez cette expression-là, « Oh, tu es bien un mouton, toi tu penses comme tout le monde ». Ouais, mais en fait, la plupart du temps, on a raison de faire ça. On a raison de penser à peu près comme tout le monde. Je veux dire, l'exemple le plus grossier, ça serait quoi ? Vous voyez 200 personnes qui descendent la Canebière en courant, en hurlant, parce que vous n'allez pas vous dire je suis un penseur critique, je vais aller vérifier par moi-même ce qui se passe là-bas. Voilà, exactement, je suis journaliste. Et donc, on est bien outillé. Donc, je reviens à votre question, je vais partir de ce qu'ont les élèves, de leur manière de trier. Je vous donne un exemple sur YouTube. Je leur dis, au fait, c'est quoi vos moyens, vous, d'identifier quelque chose de plus ou moins fiable quand vous regardez une vidéo ? Ils vont me donner des outils classiques, peut-être pas bien raffinés, mais classiques. Ils vont me dire, je sais pas, c'est le nombre de pouces. Et oui, mais honnêtement, on ne fait pas tous pareil. Si vous avez 25 vidéos et que vous n'avez pas le temps de toutes les regarder, quels sont vos critères pour discerner ? Ah, vous allez me dire, oui, je vais regarder qui parle. Ok, mais si vous ne le connaissez pas, quels sont les critères ? Le nombre de personnes qui ont vu la vidéo ? Est-ce qu'elle a été likée plusieurs fois ? Vous voyez, c'est des indices, en fait, comme quand on va choisir un resto. Plein de personnes à une table, 0 personne, ça sent peut-être pas bon. Donc, on a des éléments comme ça. Mais si on veut aller plus loin, et j'ai noté ça aussi tout à l'heure, si on veut être dans le temps et dans une temporalité plus longue, alors le raisonnement, alors l'analyse, alors le fait de prendre du recul, tout ceci, il va falloir leur donner le goût et surtout l'enjeu de passer par ce temps long d'analyse, de réflexion, de lecture, de compréhension, de nuances. Et donc, c'est leur montrer que dans la vie de tous les jours, ils s'en sortent bien, mais que s'ils veulent aller un petit peu plus loin sur des enjeux qui vont les questionner et qui les questionnent sans doute parfois, quels sont les outils qui vont leur servir ? Il faut leur parler de ce qui vont leur servir. Et il y a un écueil, à mon avis, qu'il faut éviter, c'est de leur donner tout de suite l'illusion, ça serait de leur faire croire que penser de manière critique, ce n'est que des efforts surhumains. Et c'est pour ça que je reviens sur le plaisir. Quand je leur montre des illusions pour travailler sur les biais perceptifs, quand on parle des biais cognitifs pour arriver à leur montrer les limites justement de leur raisonnement, quand on parle de l'argumentation, de déjouer les pièges du langage, de l'effet des mots, de la distinction entre connotations, des notations, quand ils voient le plaisir qu'on a à détecter justement ces petits pièges, là on ressort avec des élèves qui n'ont peut-être pas tout le background qui vont leur permettre de tout trier d'un coup, mais au moins cette attention qu'ils vont avoir la prochaine fois à se dire « Waouh, en fait, c'est pas si pénible que ça, que d'exercer son esprit critique. C'est pas passer des heures, en fait, à tout savoir sur tout. Non, il y a des moyens, en fait, des petits raccourcis. On appelle ça dans le milieu des heuristiques. Voilà, des raccourcis plus ou moins fiables. On va essayer de les travailler pour que des petits réflexes soient donnés pour arriver à s'en sortir dans la vie de tous les jours. Voilà, donc c'est ces réflexes-là, des petites maximes, en quelque sorte, qu'on pourrait leur donner. Voilà. Et on va travailler dessus, leur donner plaisir. J'ai le micro. Micro. Je l'ai dit doucement. J'ai le micro. Elle adore le micro, j'ai bien compris. Non, en fait, je voulais rebondir sur quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure, parce que vous parliez de relativisme culturel, et parce que souvent je le déplore, parce que justement dans cette société où parfois tout se vaut, tout type de pensée, et où je trouve qu'on manque d'ambition des fois parce que pour combattre, ça c'est un point de vue absolument personnel, vous me direz peut-être si j'ai tort, mais où justement des fois on veut combattre un petit peu cet élitisme,
par une espèce de relativisme culturel où finalement tout se vaut. Et je trouve ça terrible, notamment pour les jeunes et les adolescents. Et justement, dans la manière dont ils vont apprendre les connaissances, ça peut être sur TikTok et tout, qui peuvent être des outils formidables. Je ne les combats pas. Hein. Je dis simplement, si on ne forme pas un esprit derrière, ça peut être dangereux. Et ça se voit et ça se démontre malheureusement souvent. Et donc, si vous le remarquez ça, c'est-à-dire que on va combattre l'élitisme en tombant dans tout ce veau. Et moi, je dis, et notamment dans les quartiers populaires, pas parce que les gens sont idiots, je le combats, parce que j'en viens, mais simplement parce que justement, accéder à la culture, c'est aussi des freins sociaux, économiques et plein d'autres choses qui font que des fois, c'est plus compliqué. Et justement, est-ce qu'on ne devrait pas être plus rigoureux aussi dans nos actions, nous, qu'on mène sur le terrain, où justement, on va devoir combattre aussi ce relativisme culturel et prendre du temps pour faire de la médiation et des animations, mais qui vont aboutir à des rencontres, à une altérité et à quelque chose qui va permettre justement de confronter la pensée. Et ça prend du temps et c'est pas des one-shots et c'est pas des... Oh oui. Je sais pas si voilà, c'était moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Et qui m'effraie beaucoup, moi, dans la manière dont on a de faire et qui renvoie aussi un peu au quantitatif parfois. La première chose qu'on me dit, pour reprendre la question de votre collègue tout à l'heure, c'est on m'a souvent dit dans ma jeunesse d'intervention pour le public scolaire, ce qui était super, alors bon, je m'envoie mes fleurs à moi là pour le coup, mais j'étais content de ça au moins, c'était que d'arriver à dire des choses, on va dire un peu complexes, mais de les faire vivre pour les élèves en fait. Donc je ne rognais pas du tout sur la qualité des contenus ou du raisonnement. Par contre, la manière de les amener, ça par contre c'était, on va dire, et c'est ça qui faisait que, alors pour ceux qui connaissent, moi je viens d'un milieu à la base qui est la zététique. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et c'était au départ un courant en fait de la culture et de la pensée scientifique qui se voulait être critique sur des affirmations pseudo-scientifiques. On en a eu l'exemple notamment là sur le Covid. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites autour du Covid et qui étaient de l'ordre de la pseudoscience. Donc c'était ça, ce courant-là. Et donc l'intérêt de cette pratique-là, c'était de donner, toujours pareil, envie, des outils simples et rapides, mais qui ne rognaient pas sur l'exigence culturelle. Deuxième point, à chaque fois que je vais avec des élèves dans des milieux difficiles, comme vous le faites très souvent, ce que me disent tous les profs, c'est toujours pareil, hein, il y a 25, 30 élèves, en une heure et demie, qui est-ce qui parle? Allez, 5, 6, 10 élèves maximum qui prennent la parole. Systématiquement, bon, c'est empirique, les élèves qui sont les plus affûtés, les plus dynamiques, c'est ceux qui sont en général les qualifiés des moins bons élèves de la classe. Pourquoi? Parce que ce jour-là, enfin, on arrive à leur parler de trucs qui les stimulent, qui les intéressent, dans lesquels ils ne vont pas être juste cantonnés à un cours avec des connaissances qu'ils doivent juste régurgiter et donc être toujours le mauvais élève parce qu'il n'a pas appris, parce qu'il n'a pas pu, du fait de tous les déterminismes dont vous avez parlé. Donc l'émancipation, la qualité de raisonnement, elle est évidemment, et elle s'appuie sur des connaissances, c'est certain. Donc il ne faut surtout pas rogner là-dessus. Mais développer l'esprit critique, c'est aussi travailler sur ce que j'ai dit là, cet ensemble de compétences, de connaissances, c'est vrai, et aussi, j'insiste, de vertus. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, d'autres réactions? Moi, je veux bien dire quelque chose. Ah bah avec plaisir. Oui, parce que c'est frustrant après tout de se balader avec un micro sans jamais parler dedans. Oui. Non, en fait, on a beaucoup parlé, du coup, j'entendais ce matin du fait qu'on développait l'écriture et la lecture, et à travers ce qu'elle dit maintenant, et on n'a pas nommé en fait le fait qu'on travaille l'écriture, la lecture et la parole. Et avec la parole, l'écoute. On développe énormément, je pense, à la CELEM, et pas que, évidemment, l'écoute. Et je pense que tous mes collègues passent énormément de temps à prendre le temps d'écouter les personnes qui viennent avec énormément de choses à dire sur tous les sujets. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans notre travail, on n'est pas recruté pour ça, alors que, en fait, c'est majeur. C'est un métier, c'est majeur. Et pour parler de moi, en fait, il y a 2 ans, on a commencé à développer des ateliers philosophie aussi, du coup, à Herbel, avec ma collègue qui est partie. Et effectivement, ça a été assez intéressant, notamment, pas uniquement avec les enfants, on a travaillé avec l'école primaire, les petits, les 6-7 ans, mais ça a été aussi avec les enseignants. Parce que du coup, ça donne un cadre où, enfin, donc, les enfants parlent entre eux des sujets qu'on amène. On essaye de faire le lien avec la lecture, évidemment. Parfois, on part d'une histoire. Et souvent, les enseignants
rentrent dans la discussion parce qu'on leur permet, et ça amène parfois des échanges qui n'ont plus rien à voir avec l'histoire, mais qui sont des problématiques qu'ils ont au quotidien avec les élèves et qui n'ont pas le temps d'aborder en fait. Et on s'appuie sur ce qui se fait déjà en classe. L'idée, c'est pas d'être en parallèle, mais d'être avec en fait le travail des enseignants. Ça me fait penser que tout ce que vous dites là sur l'écoute, tiens, je repense à nous dans l'éducation nationale, on a une jolie, un joli graphique, enfin, on va dire, ouais, qui a été mise en place en 2016. J'ai oublié d'en parler, mais il faut vous dire aussi, j'en parlais à Marinette, le terme d'esprit critique, la manière dont je l'ai vu apparaître dans l'éducation nationale, mais vous pouvez même pas vous imaginer, ça 2015-2016. Avant, et je vous ai dit que j'ai fait ça très tôt, on parlait d'esprit critique, les gens, c'était même pas un terme, en fait, une expression, un syntagme qui était utilisé. C'était quelque chose qui n'était pas employé. Là, maintenant, tout le monde l'utilise pour désigner plein de choses différentes. D'ailleurs, vous voyez bien, un président de la République pourra dire il faut développer l'esprit critique en luttant contre les fausses informations. Et ouais. Et c'est quoi, en fait, les fausses informations? C'est des journalistes, du gouvernement, des blogueurs, des complotistes. C'est où se trouve la limite? On ne tombe pas dans le relativisme, hein, mais entre faire un choix journalistique de parler uniquement de ce qui se passe entre midi et 2 dans la ville de machin bidule, ou de parler en fait des problèmes liés à tel truc dans tel endroit du monde, ben ça c'est des choix qui, même si on ne dit pas de mensonges, ben vont orienter l'information sur un point plutôt qu'un autre. Donc c'est un choix, et ce choix-là, il n'est pas neutre. Le relativisme moral, je voulais terminer là-dessus, en fait on peut aussi l'éviter. Donc encore une fois, la philosophie ça sert à ça, c'est de montrer que des questions très larges, eh bien, n'empêchent pas de raisonner. Faut-il interdire ce qui blesse? Vous avez 2 heures. N'empêche que quand on pose cette question-là aux élèves, ils vont entendre tout de suite il faut éviter de donner des coups de pied. Ouais, mais peut-être qu'il faut aussi diffuser des caricatures qui font du mal. Ah oui, c'est vrai ça. Mais en même temps, il faudrait empêcher de diffuser des caricatures parce qu'elles font du mal à quelqu'un. Donc à ce moment-là, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise « moi je veux pas » pour qu'on ne diffuse plus. Comment on fait pour se positionner là-dessus? Et vous voyez bien que là, c'est une question qui amène à plein de manières de raisonner dessus. Et donc on ne va pas tomber certainement dans un relativisme à la fin. C'est ça le piège. Hein. C'est de montrer que oui, torturer, faire du mal, violer, c'est quand même plutôt moins bien que d'assurer la liberté et le bonheur de la population. Voilà, hein, on ne va pas non plus se cacher dans le fait que bien et mal, c'est compliqué à définir, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc oui, on peut raisonner sur l'éthique, sur la morale. Il y a des dilemmes professionnels, des dilemmes éthiques. Il y a des expériences de pensée en philosophie morale qui sont absolument formidables pour faire réfléchir les élèves. Et je crois que le livre, je pense à des contes ou des petites histoires. Il y en a une, moi, que j'aime bien donner aux tout petits pour les faire réfléchir sur la question de la liberté. Vous savez, c'est l'histoire du loup et du chien. Voilà, c'est un classique. Le chien qui rencontre le loup dans la forêt, qui est en piteux état, il a faim, il a froid, et puis le chien, il arrive, nickel. Et puis il fait « Ah, tu veux pas venir avec moi? Regarde, je suis en bonne santé. » Enfin, c'est le loup qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais? » Moi, j'ai à manger, j'ai un endroit pour me chauffer, je suis bien traité. Très bien, je viens avec toi. Et puis il s'aperçoit qu'il a une trace dans le cou. Évidemment, c'est un collier que lui met son maître. Alors, c'est quoi ça? C'est un collier. Ah, ça veut dire que tu es attaché? Oui. Ça veut dire que tu peux pas aller où tu veux quand tu veux? Ben non. Que fait le loup? Il s'en va. Et toi, t'aurais fait quoi à sa place? Eh ben voilà. Est-ce que la liberté vaut plus que le bien-être, la faim, le fait de ne pas avoir faim, de ne pas avoir froid? Et voilà, et on tombe dans des grandes questions, en fait, à travers les exemples tirés de la petite, grande littérature, vous l'appellerez comme vous voulez, mais je crois que chaque histoire dans un livre est prétexte à travailler l'esprit critique. Si je peux conclure là-dessus, je crois que... Voilà, en tout cas, moi, ça m'a toujours nourri, et j'espère que ça nourrira encore de plein de générations d'enfants. Bravo, merci à vous en tout cas pour tout ce que vous faites, parce que c'est, nous sommes que des petits maillons, mais ensemble, j'insiste là-dessus, ensemble en fait, c'est comme ça qu'on est plus fort, je l'ai toujours dit et on l'a toujours fait comme ça, c'est ensemble en fait que ça fonctionne. Alors là, vous êtes un beau ensemble. Merci, Denis. J'allais vous demander si vous aviez une ou deux références à nous conseiller. Alors, j'ai compris Dr House, évidemment. Pas Dr House. Est-ce qu'il y a des livres références pour vous? Je vais vous dire, c'est quoi la bibliothèque idéale? Oui, il y a des livres quand même références. Pour moi, il y a des livres en fait qui sont... c'est des livres qui m'ont nourri moins intellectuellement, mais sur mon parcours. Donc finalement, vous voyez, je pense à, par exemple, un petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens
de Joules et Beauvois. C'est un grand classique, mais qui a mis le doigt, même s'il n'est pas parfait, sur tous les mécanismes qui nous amènent à être déterminés socialement par notre rapport à l'autre. Donc en gros, comment je me fais influencer ou au pire manipuler. Ça a été quand même un vecteur absolument décisif dans ma construction. Deuxième, le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, 2004 ou 2005, un Québécois philosophe, et qui était spécialiste aussi des sciences de l'éducation, chez Lux, avec un dessin de Charb qui fait comme ça, sur la couverture. Il est jaune et noir, voilà, pour ceux qui le voient. Dedans, de l'épistémologie, comment on fait la distinction entre croyance et connaissance, comment on travaille sur la critique des médias, comment on travaille sur l'innumérisme, comment on travaille aussi sur les mots et sur le vocabulaire. C'est un petit bijou, ce livre, parce qu'il regroupait justement toutes les dimensions de la pensée critique que j'ai pu évoquer ici. Ça s'appelle comment? Le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Voilà. Il porte bien son nom, à ne pas confondre avec le manuel d'autodéfense intellectuelle de Sophie Mazet, qui est une collègue enseignante qui a écrit ça il y a quelques années, qui était plus à vertu pédagogique. Vous voyez, ces ouvrages-là, je peux aussi vous faire, si vous cherchez du pédagogique avec quelques idées, avec le réseau Canopé, vous connaissez peut-être, j'ai eu la chance de co-diriger un bouquin qui s'appelle « Esprit critique, outils et méthodes pour le second degré ». Alors j'en fais pas la pub, pour mes finances, parce qu'on n'a pas de droit d'auteur là-dessus. Et puis un petit éditeur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Hors Piste, et avec qui on a travaillé aussi, qui a publié 2 ouvrages, même un troisième peut-être plus important, qui s'appelle le livre géant de la laïcité, sur les questions de laïcité et d'esprit critique. Et puis Hors Piste a aussi sorti deux manuels pour, on va dire, travailler avec, sur ces grandes questions dont on a parlé. Le premier s'appelle Vivre libre, je ne l'ai pas apporté, j'ai oublié. Et le deuxième, c'est Grandir libre. Voilà. Je vous les conseille parce que le premier va s'attacher à travailler sur le respect, la liberté d'expression, la laïcité. Comment, et ça c'est important au niveau pédagogique, comment on s'y prend avec les personnes qu'on a devant nous. Par exemple, je posais la question tout à l'heure de faut-il interdire ce qui blesse? C'est une séquence que propose un collègue pour travailler sur ces questions-là. Mais il y en a une autre aussi qui est a-t-on le droit d'être homophobe? Et oui, parce qu'il va distinguer la question du droit, de la valeur morale, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire, de ce que l'on peut penser, de ce que l'on peut ne pas penser. Et voilà, et Grandir libre, c'est simplement une version, on va dire, pour les plus petits, entre 9 et 11 ans, voilà, qui est un petit peu adapté pour ces questions. Donc c'est des bouquins, là, qui sont plus à vertu pédagogique. Oui, bonjour. J'aimerais vous poser une question. Si vous aurez des références plutôt physiologiques sur comment se construit l'esprit critique, à quel âge, voyez, d'un point de vue... Tout à fait. Alors très tôt, encore une fois, les mécanismes cognitifs, je disais tout à l'heure, ce système un peu immunitaire, on parle d'hygiène mentale, parfois, pour le dire de manière imagée, donc se construit très tôt avec des mécanismes donc, de tri et on va dire, de discernement. Ça, on pourrait appeler ça un esprit critique naturel. J'aime pas trop le terme, mais c'est à peu près ça. Et donc, il se construit de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc, c'est très tôt. Donc, c'est des outils de vigilance, en quelque sorte, qui font qu'on ne prend pas tout pour argent comptant, mais, je vous en donne un très classique, le tout petit enfant, il va déléguer plus sa confiance envers un adulte qu'il a déjà vu, plutôt que quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Voilà, c'est tout bête, mais on le fait tous. La familiarité... ça marche. Le fait aussi que ce soit dans notre cercle proche. La confiance se délègue souvent dans notre cercle proche. Ou dans l'expertise qu'on reconnaît. Donc voilà, tous ces mécanismes-là existent dès la petite enfance. Par contre, ce qui va se passer après, c'est que sans les connaissances qu'on va apporter au fur et à mesure de la scolarité, c'est quand même difficile de faire réfléchir sur... Enfin, je sais pas, je ne vais pas arriver avec des petits de 5 ans en leur disant alors pour ou contre la guerre en Ukraine. Tu vois, enfin, ça n'a pas de sens. Parce que, évidemment, ça mobilise trop de connaissances. Par contre, des grands sujets de discussion, on dit philosophiques, mais de questionnement de la vie de tous les jours, j'ai dit, faut-il interdire ce qui blesse? Avec des enfants de 6 ans, on peut commencer à en discuter. Qu'est-ce que c'est qu'une information? 7 ans, 8 ans? Comment on fait le tri? Qu'est-ce que ça veut dire fiable? Qu'est-ce que c'est une preuve? Qu'est-ce que ça veut dire croire? Qu'est-ce que ça veut dire savoir? Toutes ces questions-là, en fait, dès le plus jeune âge, et les livres que je viens de vous présenter existent. Et donc le fonctionnement cognitif de l'élève de l'enfant est totalement adapté pour le faire depuis très tôt. Il faut simplement adapter les contenus. Ça, c'est le message le plus important.
Et rendre ce qu'on fait explicite. Peut-être que je ne l'ai pas assez dit, mais c'est un enseignement de la recherche aussi. Il faut le dire. Ce que je suis en train de travailler avec vous là, c'est ceci. On va travailler sur la vérification de la fiabilité des sources. On va travailler sur l'analyse et la résolution d'un problème, sur l'enquête, sur la distinction entre corrélation et causalité, sur la lecture de graphiques, sur le sens des mots, la distinction entre connotation et dénotation, sur les arguments. Voilà. Il faut le dire. Il faut le rendre explicite. Oui, alors une question au fond. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question à vous poser en tant que, disons que vous nous parlez de votre expérience en tant que professeur, qu'enseignant. Et je me demande, dans notre métier d'animateur, on est souvent confronté à, par exemple, lors d'un atelier ou d'une activité, l'enfant qui vient nous demander « Tu penses quoi de mon dessin? Tu penses quoi de ce que j'ai écrit ?» Et du coup, je me pose cette question en faisant le lien avec ce dont vous parlez aujourd'hui, l'esprit critique et cette formation à ça. Quelle serait la façon de répondre à cette question, en tout cas de votre côté, avec votre expérience, comment vous répondrez à cette question? J'ai terriblement envie de dire que je ne sais pas. Voilà, comme ça, je me débarrasse de ça. Oui. Non, là, je ne sais pas répondre à la question. Mais oui, et j'ai cru que vous alliez me poser la question, mais je pense qu'elle s'étend à ça peut-être aussi, vous allez me dire. Hein. C'est quand des élèves me demandaient mon avis sur un sujet, de manière générale. Qu'est-ce que j'en pense, moi? Voilà. Pas forcément de leur production, mais ça pouvait ressembler à ça. En fait, ils pensent quelque chose, ils se posent une question sur un sujet, et ils voudraient bien avoir la réponse, en fait, d'un modèle, d'une certaine manière. Parce que c'est ça. À ce moment-là, vous incarnez une sorte de référence. Ils en ont chez eux, ils en ont autour de avec leurs amis, ils en ont sur les réseaux et les vidéos. Vous incarnez notre référence. Et donc moi, là, juste ce que je me dirais, c'est quelle image je veux renvoyer à ce moment-là. Je renvoie quoi? Une référence donnée? Par exemple, quand mes enfants me demandent mon avis sur la religion, je dois faire quoi? Je dois leur dire, écoute, c'est tout pourri, moi je suis athée, de toute façon ça n'existe pas, les gens qui croient à des dieux qui font des trucs, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Voilà. Là je me positionne et je dis, tu vois, c'est tout pourri, je ne veux pas que même tu crois à tout ça. Ou alors, je me positionne d'une autre manière en disant, tu sais, c'est intéressant ta question, parce que finalement il y a plein de personnes qui croient, d'autres qui ne croient pas, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Et puis toi tu en penses quoi? Bon, là tu es dans une position plus de questionnement. Et là tout le monde se dit, ouais, ça c'est mieux de faire ça. Voilà. Ben, ça dépend ce que vous voulez faire naître aussi, quelle graine vous voulez semer chez la personne. Et là, sur le goût artistique, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut tomber dans le relativisme en disant, tu sais, franchement, les goûts, hein, voilà, ça dépend. Hein. Chacun sa vérité. Est-ce que le beau existe? Tu vois, voilà. En été, j'ai la chance d'aller voir avec mes enfants là, de jolis tableaux dans un musée espagnol. On a vu des magnifiques tableaux. Ben, ma fille, elle m'a dit non, de papa Miro, c'est tout pourri. Ok. Et alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Non, tu comprends, Miro voulait subjuguer la question du je sais pas quoi. Voilà. Donc, l'élève qui vient et qui vous pose une question sur ce que vous pensez, vous, je crois que c'est ça le truc. Moi, j'aime bien poser la question en retour, dis mais pourquoi tu veux avoir mon avis? Voilà. Et là, j'attends en fait sa réponse. Merci. Bah, disons que c'est ça dont parfois on leur demande, et toi, qu'est-ce que toi t'en penses de ton dessin? Oui. Parce que finalement, pourquoi notre avis est-il important? Voilà, c'est ça. Sachant qu'il y a 10 000 avis qu'il va trouver partout. Mais oui. Mais ce qui est difficile, alors moi je rebondis sur ce que vous dites, je réfléchis par rapport à mes enfants, mais je réfléchis par rapport à ce que disait Michael Elma tout à l'heure, en préambule de son propos. En fait, on croit tous qu'on n'est pas capable de faire les choses. Et souvent l'enfant dit, si on lui dit, mais toi qu'est-ce que t'en penses? Il dit, bah, moi je l'ai souvent entendu, bah, je pense que c'est pas très bien. Alors là, t'es pas dans la merde. Qu'est-ce qu'on lui dit là? On appelle Michael Elma, au secours. Comment je valorise le truc? Oh, ben c'est toujours pareil. Non, moi, vraiment, la question du pourquoi tu me demandes mon avis, je crois que c'est ça qui fait naître après toute la discussion. Parce qu'au final, ce qu'il a fait, c'est pas ça le plus important. C'est pourquoi il vient avec cette question-là. Et c'est souvent ce qui m'arrivait. Par exemple, je dis, monsieur, combien de fois on m'a dit quand j'étais encore enseignant, monsieur, vous faites, vous, rien à voir avec le cours, hein, et vous en pensez quoi? On est vraiment allé sur la Lune? En fait, qu'est-ce que je lui dis? Je tranche, écoute, évidemment qu'on est allé sur la Lune, il n'y a aucune question qui se pose en fait. Ou alors, tiens, mais pourquoi tu te poses la question? Tu doutes de ça? Ou alors, encore plus vicieux, ah bon? Pourquoi toi tu
toi, tu crois que la Lune existe? Et voilà, et donc la question que vous allez poser va amener... Là, en général, ils font... Bah, c'est évident. Il fait, bah ouais, c'est évident qu'on est allé sur la Lune aussi, pour les mêmes raisons. Ah, j'ai pas vu de vidéo qui niait l'existence de la Lune. Ah, ouais, tu n'es pas informé dans les bons milieux. Mais bon, voilà. Questionnant. Bah écoutez, merci. Denis Carotti, bravo. Merci, c'était passionnant.